Allô, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, on fait un test du Ki2. Le test du Ki2, on va le faire avec les données qui sont présentées ici, qui sont des données sur des profs de cégep. On va se demander si les variables couleur des yeux et aimer ou non la coriandre sont des variables qui sont liées. Donc, on va supposer que nos données sont un échantillon aléatoire d'adultes là, en général, puis on va se demander si c'est des caractéristiques génétiques qui sont liées ou non. Donc, on s'attend à ce que si c'est des caractéristiques qui sont proches sur la même partie d'ADN, ben là, on va peut-être avoir un lien, mais peut-être probablement pas, en fait, là, dans ce cas-là. Alors, allons faire ça. On veut tout d'abord, là, je poserai pas les hypothèses clairement ici, là, donc H0, ça va être l'indépendance des deux variables, H1, la dépendance, et on a un seuil qu'on va prendre à 5% par exemple. On va juste aller faire la mécanique, disons Excel, là, qui va être la partie que je vais vous montrer. Alors, on va commencer par aller chercher les fréquences théoriques. On fait tout simplement faire un tableau croisé dynamique et sélectionner toute la base de données. Et ensuite, on pourra glisser les bonnes variables aux bons endroits. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la couleur des yeux. Je vais mettre ça dans les lignes. Et la coriandre, mettre ça dans les colonnes. Est-ce que oui ou non les gens aiment la coriandre? Puis on glisse n'importe quelle des deux, une variable qualitative là, de préférence dans les valeurs. Voici ce qu'on obtient. Si on voulait bouger, par exemple, des éléments dans notre tableau croisé dynamique, c'est possible. Par exemple, si oui, j'aimerais ça, si je veux l'avoir en premier, il n'y a pas de raison dans ce cas-là de le faire, là, mais on pourrait le déplacer vers le haut, par exemple. Ça, c'est vers le haut, c'est à gauche là, dans le tableau croisé. Et là, vous voyez, oui, il vient d'apparaître à gauche. Donc, c'est pas bien grave, mais voilà. On peut le faire si on veut. On peut même grouper. Je vous montre aussi ça. Donc, je pourrais sélectionner deux couleurs de yeux. Si je voulais les mettre ensemble, s'il y avait un problème, par exemple, de fréquence qui serait trop petite, on pourrait les grouper. Puis là, on serait rendu avec deux groupes. Je veux pas faire ça. Je vais enlever cette sélection-là. Mais c'est possible. Alors, on n'aime pas vraiment ce format-là. Là. On veut pas travailler dans un tableau croisé dynamique. Donc, la première chose, ce serait de faire un copier-coller un petit peu plus bas ici, coller comme valeur. Et puis, ça nous permet de travailler avec des formules plus facilement par la suite. Là. Donc, je vais juste mettre ça minimalement beau là, pour peut-être me mettre peut-être une petite trame de fond là, dans les cases qui sont pas des cases de calcul. Juste qu'on les distingue bien là, les unes des autres. C'est pas particulièrement joli, hein, on va dire, mais bon, on va faire avec ça. Ok. Donc bon, on remarque qu'il y a comme des cases qui sont des cases pour je vais mettre ça un petit peu beau. Là, ok. Bon, ça a plus d'allure ça. Donc voici mes fréquences observées. Super. Maintenant, ce que je veux faire à partir de mes fréquences observées, ce serait d'en calculer les fréquences théoriques. Donc, je vais juste coller mon tableau. Je vais juste appeler ça fréquence théorique ici. Et puis, je vais détruire les cellules à l'intérieur. On va faire supprime, puis là, elles disparaissent. Et ce que je vais faire, c'est aller recalculer ensuite mes fréquences théoriques. Donc, qu'est-ce que je m'attends à obtenir si les variables étaient indépendantes? Quelle serait la valeur qui devrait apparaître environ dans chacune de ces cases? Pour le calcul, on va tout simplement aller chercher la multiplication du total de la ligne avec le total de la colonne divisé par le grand total, juste ici. Cette formule-là, elle ne fonctionnera pas bien si je la glisse. Vous voyez, il y a des problèmes parce que j'ai pas bloqué les bonnes cases. Donc, il faut juste retourner dans la formule et aller bloquer les cases appropriées. Donc, la case bleue ici, je ne veux surtout pas qu'elle bouge de haut en bas. Donc, je vais bloquer la composante 22, là, qui est le numéro de la ligne. La case orange, je veux surtout pas qu'elle bouge de gauche à droite. Donc, je vais bloquer la colonne D. Et la case mauve, je ne veux pas qu'elle bouge du tout. Comme ça, je vais glisser en bas à droite. J'enlève quelques décimales. Magnifique. Bon, voilà, c'est ce qu'on obtient. Ensuite, je veux calculer ma valeur du Ki2. Donc, je vais commencer avec la valeur critique. Donc, si on fait le test ici en utilisant une valeur critique et non pas une valeur une valeur P. Donc, ce qu'on ferait, c'est qu'on irait chercher la fonction loi Ki2 inverse droite. Donc, juste ici.
Et ce que ça fait, c'est que ça calcule la valeur qui a une certaine probabilité à droite. Donc la probabilité que je vais mettre à droite, c'est mon seuil. Si vous pouvez retourner voir un petit graphique là, pour vous souvenir comment ça fonctionne. Et puis les degrés de liberté, ben, on va calculer le nombre de lignes qui est 3 moins 1. Donc on va faire 2. Et on multiplie par le nombre de colonnes moins 1. Donc 1. Voilà, ça nous donne une valeur de 5,99 qui serait la valeur... en fait, si on dépasse cette valeur-là, notre règle de décision, ce serait de rejeter l'hypothèse nulle si la distance entre les tableaux dépasse 5,99. Donc, on va aller calculer ensuite notre valeur du qui carré. Comme ça. Pour la valeur du qui carré, ben là, on devra faire un calcul là, sur plusieurs cases. Je vais juste mettre ça, on a perdu les bordures. OK. Donc ici, je vais faire mon calcul pour les 6 cases, donc une à la fois, puis ensuite je vais faire la somme pour toutes ces valeurs-là. On prend la fréquence observée, on soustrait la fréquence théorique correspondante, on met au carré et on divise par la fréquence théorique. Le carré, on le fait avec le petit chapeau, là, comme vous le voyez. Ici, pas besoin de bloquer quoi que ce soit parce qu'on veut que tout glisse vers la droite et vers le bas. Les cases bleues et oranges, vous voyez, là, je vais vouloir qu'elles bougent vers le bas quand je vais glisser, à droite dans la deuxième colonne. Donc, on veut que ça glisse. Je descends ici, je glisse vers la droite. Je vais m'enlever quelques décimales de précision, peut-être en garder 2, là. Il n'y a pas de norme particulière. Là. Excel garde les calculs, même si vous arrondissez sur Excel, Excel il garde vraiment là, la valeur exacte derrière. Là. Donc on va mettre une comme ça. Voilà. Puis ici, ben, on va faire le total. Donc ici, je vais vouloir faire la somme de ces 6 parties-là. Sur la calculatrice, vous feriez tout en même temps. Et on va le faire une par une sur Excel. Et on a une valeur de Qui2 de 2.6. Alors, si on avait à conclure avec la valeur critique, ben, on pourrait tout de suite dire là, avec notre règle de décision que la valeur du qui carré, elle ne dépasse pas la valeur critique, et donc on ne rejettera pas H0 dans ce cas-là. Si on voulait faire une conclusion à l'aide d'une valeur P, alors là, il faudrait calculer la valeur P. Allons-y pour le calcul de la valeur P. Au lieu d'utiliser une fonction inverse pour une valeur P, bon, on utilise la fonction pas inverse, là, directement loi Qui2. Parce qu'on veut calculer une probabilité. Donc si on lit la petite description, on renvoie la probabilité unilatérale à droite d'une variable suivant une loi du Qui2. Et c'est exactement ce qu'on veut. Alors on veut, à partir de quelle valeur on commence à calculer les probabilités. Et c'est à partir de 2.6. Donc on veut connaître quel R sous la courbe se trouve à droite de 2.6 dans notre loi du Qui2. Alors je prends ça, il faut que je donne le nombre de degrés de liberté de notre loi du Qui2 qui est ici 2. Donc ben, le calcul c'était 2 fois 1, en tout cas, ça donne 2, on l'a fait tantôt. Et on obtient une valeur P de 26. On peut le mettre en... Bon, c'est rare qu'on rapporte ça en pourcentage, je vais le laisser comme ça. Donc à peu près 0.27. Ce que ça fait, c'est que si on utilise un seuil de 5%, ben 0.27 c'est clairement au-dessus de 5% ou de 0.05. Alors c'est pas une valeur extrême qu'on a obtenue de 2.6. C'est une valeur pour laquelle il y a 27% de chance d'obtenir quelque chose de plus extrême que ça, si les variables étaient indépendantes. Donc c'est pas un résultat très surprenant, ce qui fait que ça remet pas en cause la valeur, l'hypothèse H0 d'indépendance des variables. Alors notre conclusion dans les deux cas, là, je ne l'écris pas au complet, ce serait qu'au seuil de 5%, mais il n'y a pas lieu de croire qu'il y a un lien entre ces variables-là. Donc on ne remet pas en cause l'indépendance des variables. Voilà, c'est tout pour ça.